Bien, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus ce soir donc pour la dernière animation de l'initiative Éclairage organisée par la GRS, dernière initiative avant les vacances d'été. Il y en aura d'autres à la prochaine saison. Donc la GRS, Gauche républicaine et socialiste, donc qui depuis le mois de décembre organise un cycle, une session sur des thèmes qui nous intéressent, des thèmes d'actualité, des thèmes politiques. Et si l'initiative s'appelle Éclairage, c'est un clin d'œil aux lumières, puisqu'aujourd'hui certains veulent éteindre nos lumières, voire les détourner. Et donc notre session portait sur être de gauche, c'est quoi ? Et la première était en décembre sur la lutte contre le néolibéralisme. Ensuite, il y a eu une session sur la laïcité. Être de gauche, c'est défendre la laïcité. Puis, il y a un mois, à Boug, Marie-Noëlle Littmann est venue pour dire aussi que la gauche défend les services publics. Et donc, dans ce cadre-là, nous continuons aujourd'hui par le service public ferroviaire. Et donc, Chloé Pétat, qui est membre également de la GRS, et qui est également donc militante politique, essayiste, et qui s'est intéressée à la question du train, va nous présenter en quoi il faut justement défendre encore et toujours ce service public qu'est le service ferroviaire. Je voudrais quand même remercier les membres du collectif Osons le train, vous voyez la banderole derrière, qui est également partenaire de cette soirée. Et après Chloé, donc des membres d'Osons le train prendront également la parole. Chloé aura peut-être un discours plus général, plus national, et puis Osons le train complétera avec un éclairage local, puisque vous savez qu'entre autres, Osons le train donc, milite pour la réouverture de la ligne Bordeaux-Bagnères de Bigorre via R sur l'Adour. Et donc vous savez très bien aussi que si la gare d'Air ne vient pas à vous, nous irons à la gare d'Air et nous viendrons à elle. Et nous ferons tout pour que la gare d'Air puisse réouvrir et la ligne surtout puisse réouvrir. Voilà. Oui, alors j'oubliais également qu'il y a le stand tenu par Julie de la librairie d'Air, justement la rêverie, qui a donc le livre que Chloé vient de sortir, puisque si Chloé est là ce soir, c'est parce qu'elle s'intéresse, je vous l'ai dit, à la question du train, et justement, elle a écrit un essai qui est sorti il y a quelques mois sur la révolution ratée, la révolution ferroviaire ratée. Et donc, si ensuite ça vous intéresse d'acheter le livre, Chloé pourra donc vous le dédicacer. Voilà. Donc, je salue également le secrétaire départemental du Parti communiste des Landes qui vient de nous rejoindre, et puis donc toutes et tous qui êtes donc évidemment bienvenus. Comme d'habitude, après, il y aura une partie d'échange. Alors peut-être après l'ensemble des prises de parole, donc d'abord Chloé, puis ensuite Christian et Michel ou Eric, enfin je ne sais pas, ou Bernard, vous verrez, voilà. Et puis il y aura peut-être une pétition aussi à signer si vous le souhaitez pour la réouverture de cette ligne. Je laisse la parole de suite à Chloé. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, j'ai l'impression. Donc déjà, merci la GRS et surtout Céline pour l'invitation, et aussi merci au collectif Osons le train d'être là. C'est intéressant aussi pour moi de rencontrer des personnes et des associations qui font aussi, qui mènent les combats sur le terrain. Moi, je vais essayer d'apporter une vision contextuelle du sujet, à la fois sur la partie fret, à la fois sur la partie voyageurs, mais c'est toujours intéressant d'illustrer ça concrètement par des actions de terrain et des histoires aussi locales. Donc au niveau de ma prise de parole, je vais d'abord commencer par recontextualiser le sujet du train et du ferroviaire. On me pose souvent la question de pourquoi le train. Les gens ont des fois l'impression que c'est un sujet de niche. C'est pas du tout un sujet niche, c'est un sujet très actuel, aux prises de thématiques vraiment très actuelles auxquelles on peut être confronté. Il y aura une autre partie plutôt sur le fret, donc actualité, revenir sur les réformes aussi qui ont été annoncées très récemment, qui viennent quand même vraiment changer la dynamique du secteur et en fait finalement privatiser le secteur, même si on n'a jamais vu ce mot dans les médias, mais c'est une privatisation. Et ensuite revenir plutôt sur la partie voyageurs, où il y a beaucoup aussi d'actualités en lien avec l'ouverture à la concurrence,
Je ferai aussi un focus sur le prix, parce que c'est un sujet qui revient beaucoup sur le prix du train, et je trouve que c'est important de comprendre en fait ce qu'il y a derrière le prix d'un billet de train. Et puis une partie plutôt perspective, parce qu'une fois qu'on a fait un constat qui n'est pas forcément très positif, il faut aussi proposer des solutions et se dire qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour remettre le train à sa place légitime d'acteurs phares et d'acteurs clés un petit peu dans la mobilité et l'offre de transport pour remplacer l'utilisation de la voiture pour laquelle on n'a souvent pas d'alternative. Du coup, pour commencer par contextualiser sur le ferroviaire, en fait, c'est un sujet selon moi qui est lié à plusieurs grandes thématiques. Déjà, toute la transition écologique, c'est un sujet qui est quand même majeur, qui nous concerne tous. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de transition écologique, notamment dans les transports, parce que les transports, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. Donc l'Europe s'interroge, la France s'interroge, comment réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc on pense au train, mais en fait, c'est beaucoup d'affichage sans que ce soit suivi des faits. Finalement, l'Europe, par exemple, pour citer cet exemple-là, dit le train doit être la mobilité de demain, on doit mettre beaucoup d'argent sur le train, mais à contrario, on autorise la circulation des méga-camions plutôt que de favoriser le fret, et on pénalise fret SNCF, j'y reviendrai. Donc c'est quand même assez schizophrénique, j'utilise ce mot dans mon livre, mais je trouve que c'est quand même un comportement assez schizophrénique. Donc déjà, le train pourrait être l'acteur au niveau des mobilités de cette transition écologique. Premier point. Ensuite, le train, c'est quand même au centre d'un débat central aussi sur la desserte des territoires et l'égalité des territoires finalement. Comment on arrive à desservir l'ensemble du territoire français, notamment dans le centre de la France, où aujourd'hui, finalement, on parle beaucoup du TGV, des grands lignes TGV, mais le TGV, c'est pas les dessertes fines du territoire, ça ne dessert pas le territoire, c'est pas du service public non plus. Le TGV aussi, ça il faut le rappeler. J'ai un chiffre que je trouve assez intéressant, c'est 7 Français sur 10 se rendent au travail en voiture. Donc ça veut dire que finalement, il n'y a pas d'alternative à l'utilisation de la voiture individuelle quand on sort des grandes villes comme Paris, par exemple. Donc comment on arrive à proposer une autre offre pour les citoyens et les citoyennes? Donc là, ça me semble très intéressant, un sujet d'actualité très intéressant. Et sur l'égalité des territoires, je vais citer un moment d'actualité qui est toutes les mobilisations autour des lignes, la ligne POLT, donc vous en avez peut-être entendu parler dans les médias, et aussi le Paris-Clermont. Aujourd'hui, on a des fortes mobilisations sur ces lignes-là qui sont complètement délaissées depuis des décennies et où les usagers en fait n'en peuvent plus du service qui leur est offert. Ça montre aussi quel est le ressenti des territoires et qui est aussi connecté à comment ils sont desservis, quel service public on leur offre. Donc il y avait ce sujet de dessert des territoires et ensuite toute la question du service public. Parce que le train, la partie TER et train d'équilibre du territoire, c'est les intercités, c'est du service public. Le TGV, c'est pas du service public, c'est un choix politique, on pourra y revenir. Mais du coup, ça conditionne aussi des subventions, ou le fait qu'il n'y ait pas de subvention pour le TGV, par exemple. Et notamment toute la question autour du prix. Mais aujourd'hui, le service public ferroviaire, on n'investit plus, on cherche de l'argent et qu'on ne trouve pas. De toute façon, la tendance, elle n'est pas vraiment à investir dans les services publics, donc le ferroviaire fait partie aussi des sujets sur lesquels on n'investit pas, mais sur lesquels on a de plus en plus besoin d'argent, parce qu'en fait, il y a une telle démobilisation, un tel sous-investissement depuis des décennies qu'on se retrouve avec des lignes dans un état catastrophique. On ferme des lignes parce qu'en fait, on n'a juste pas eu l'intelligence de se dire quelle politique publique et comment on arrive à investir finalement tous les ans et arriver à des lignes qui soient pas dans un état catastrophique comme certaines aujourd'hui. Donc il y a vraiment aussi la question du service public, comment on finance le service public et comment on le pense aussi. Et comment aussi on pense une politique publique, parce qu'aujourd'hui, à part une vision court-termiste, il n'y a pas grand-chose de mon avis. Voilà, donc là c'était plutôt pour ma partie introductive sur le sujet du fret. Du coup, peut-être une petite introduction sur comment marche le fret. Déjà, on a ce qu'on appelle des wagons isolés. Donc finalement, c'est un train où on trouve plusieurs entreprises qui vont transporter différents types de marchandises. C'est trié dans ce qu'on appelle des gares de triage, parce que les trains ne vont pas forcément au même endroit. Voilà. Et on a tout ce qui est train entier. Donc là, c'est une entreprise qui finalement va louer un wagon et qui va transporter des marchandises sur le seul et même train. Ça circule globalement sur le même réseau que le réseau ferroviaire voyageur. Il y a quelques spécificités ferroviaires, des lignes spécifiques, ce qu'on appelle les installations de terminaux branchés, par exemple, qui permettent de connecter une entreprise avec le rail, et tout ce qui est aussi gare de triage, qui sont des infrastructures spécifiques au fret. Mais globalement, on circule sur les mêmes réseaux que le réseau voyageur. Le sujet ensuite, c'est comment on alloue les sillons. Donc, quelle part on donne pour les trains de fret et quelle part on donne pour les trains voyageurs.
France, on privilégie aujourd'hui le train voyageur, c'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Donc ça, c'est des choix qui sont faits. Et en termes de marchandises transportées, on est plutôt sur du type sidérurgie, chimie et agroalimentaire et d'autres types de marchandises, mais ça évolue quand même beaucoup. Et la désindustrialisation fait aussi évoluer la typologie des marchandises qui sont transportées. Sur aujourd'hui, un focus sur où en est le fret en France. Je vais donner un chiffre qui, je trouve, met bien le cadre. En termes de part modale, donc la part modale, c'est le pourcentage qui est transporté par tel type de transport ou tel type de transport. Pour le fret, c'est 9% de part modale par le train. Donc les marchandises sont transportées 9%, enfin en moyenne 9% par le train et 89% par la route. Donc la route, c'est les camions. Donc il y a une prédominance quand même assez importante de la circulation des marchandises par le camion. À titre comparatif, en 1990, c'était 20% de part modale pour le fret. Donc on a perdu, on a divisé par 2 quasiment. Et avec aussi l'ouverture à la concurrence qui s'est glissée un petit peu là-dedans en 2004. Donc il faut savoir que l'ouverture à la concurrence, c'est des règlements européens. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a quelques dates clés. Il y a 2 dates clés, 2004 et 2016. 2004, c'est l'ouverture à la concurrence du fret. 2016, c'est l'ouverture à la concurrence du train voyageur. Donc les réglementations au niveau européen qui sont ensuite retranscrites dans le cadre national, etc. 2018, par exemple, en France pour l'ouverture à la concurrence ferroviaire de voyageurs. Et ensuite lancé réellement en 2020. Il faut un petit temps pour que ça décante. Et on a eu un pic en 2007-2008 sur la partie fret, donc un petit peu après l'ouverture à la concurrence, un pic vers la baisse. C'était déjà en baisse continue depuis les années 90, mais on a vu aussi un pic à ce moment-là. Est-ce que ça s'explique par l'ouverture à la concurrence ou pas? Je pense que ça fait partie des facteurs, mais qu'on peut aussi considérer que le fret a perdu de sa grandeur pour d'autres facteurs. Donc, par exemple, je vais en citer quelques-uns. Et juste un petit détail avant. Depuis les années 2000, on a quand même une multiplication de plans de relance autour du fret qui ont été votés, qui n'ont pas du tout enrayé le déclin de ce secteur-là. Donc, on peut se poser la question de pourquoi. C'est une question de financement, une question d'ambition, selon moi. Donc, c'est vrai que ça n'a pas du tout enrayé la dynamique, puisqu'en fait, on ne traite pas les problèmes structurels. On regarde le superficiel, mais on ne regarde pas qu'est-ce qui fait que finalement le fret ça ne marche pas aujourd'hui. Donc, selon moi, plusieurs raisons que je détaille dans le livre. Donc, déjà, il y a le morcellement du marché. L'ouverture à la concurrence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a plein de nouveaux entrants, donc que les parts de marché sont redistribuées. Quand on avait 100% pour fret SNCF, aujourd'hui on est plutôt autour de 50% de parts de marché, avec plein de petits acteurs et qui se rachètent les uns les autres en fait, parce que finalement c'est une activité qui ne marche pas très bien, qui n'est pas extrêmement rentable, qui n'est pas non plus, qui tout simplement ne marche pas vraiment par rapport à la concurrence du camion. Donc déjà d'avoir une multiplicité des acteurs sur le marché, c'est pas forcément quelque chose qui va aider à coordonner l'offre. Bon, déjà, premier point. Ensuite, deuxième point, la concurrence déloyale de la route. Aujourd'hui, la route, c'est le principal concurrent du fret. Pourquoi? Parce que finalement, déjà, il y a la déréglementation du transport routier dans les années 90. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut embaucher des travailleurs qu'on va payer beaucoup moins cher dans d'autres pays européens. Donc déjà, ça veut dire quelque chose sur comment on embauche les gens et comment on les paye, et ça c'est un autre sujet, mais cette déréglementation, elle a permis déjà fiscalement d'avoir des conditions plus favorables et d'embaucher des travailleurs moins chers. Première chose, donc ça coûte moins cher. Ensuite, sur les taxes aujourd'hui, ils sont soumis à aucune forme de taxe. Quand vous faites le plein en France, vous payez une taxe, donc quand vous utilisez votre voiture individuelle, c'est la même chose pour les camions, sauf que les camions opèrent une stratégie d'évitement de ces taxes-là, parce qu'ils savent que la France va taxer davantage le carburant que, par exemple, un pays frontalier. Donc, en fait, ils ne vont pas faire le plein en France. Donc, finalement, ils empruntent les infrastructures, parce qu'ils n'empruntent pas forcément le réseau autoroutier non plus, parce on peut emprunter le réseau national et départemental où on ne paye pas de péage. Donc, on ne paye pas de péage, on ne paye pas de taxes. Donc, en fait, on utilise des infrastructures françaises et on ne paye rien. Et on dégrade les infrastructures. Et qui paye? Vous savez qui paye. Voilà. Donc il y avait quand même eu un projet d'écotaxe sur les camions qui a complètement été abandonné. Je pense que c'est vraiment une erreur. Il faut repenser justement ce sujet-là, parce que quand on utilise des infrastructures qui sont payées par le contribuable, qu'on les dégrade, il faut payer aussi la dégradation et au-delà des nuisances, parce qu'un camion c'est des nuisances sonores, c'est de la pollution. Et aujourd'hui, il ne paye rien pour ces nuisances-là. Donc aujourd'hui, en fait, le principal concurrent du ferroviaire, que ce soit pour le voyageur ou le fret, c'est pas vraiment les concurrents ferroviaires, c'est la route en fait, c'est vraiment la route. Et
On en a beaucoup parlé avec les grèves, je suis en aparté avec les grèves, ils ont beaucoup parlé de Trenitalia, les concurrents de la SNCF vont profiter des grèves, mais qui profite réellement des grèves? C'est les Flixbus, c'est ces compagnies-là en fait, c'est la route, c'est pas vraiment Trenitalia. On y reviendra, parce que je vais parler de ce sujet-là. Il y a aussi évidemment un sous-investissement dans le réseau ferroviaire de manière globale et en plus dans les infrastructures qui sont propres au fret. Ça va jusqu'à 70 ans de moyenne d'âge pour certaines parties. Ce dont je parlais, les installations de terminaux branchés, 70 ans d'âge, ça ne marche pas, c'est une catastrophe. Bref. Donc le sous-investissement est aussi une raison qui est, selon moi, qui explique la dégradation du fret. Et après, une question que moi je me pose, c'est sur nos modes de consommation. Quand aujourd'hui, on estime que quand on commande quelque chose sur Internet, il faut qu'on l'ait en 24 heures. Déjà, bon, ça pose la question de réinterroger la manière dont on consomme et nos exigences, et ce qui est faisable, mais est-ce que le fret est adapté aussi à ces temporalités-là? Après, encore une fois, je pense que nos souhaits commencent à se déconnecter de la réalité en termes de consommation, mais c'est encore une fois, c'est un autre sujet. Et peut-être un dernier point d'actualité avant de passer plutôt sur la partie voyageurs, c'est les réformes autour du fret. Aujourd'hui, en fait, ça fait un petit moment que c'est dans les tuyaux cette réforme de diviser Fret SNCF en deux. Donc c'est acté, hein, ça a été acté la fin d'année. Donc en deux sociétés, donc on a Exafret qui fera plutôt ce qui est, enfin en fait, ce sera l'opérateur, et Technis qui sera plutôt dans la maintenance. C'est un projet qui est réfléchi depuis longtemps au niveau national, tout simplement parce que l'Union européenne a ouvert une enquête il y a quelques années pour distorsion de la concurrence contre Fret SNCF, en considérant que Fret SNCF avait bénéficié de subventions allant à l'encontre de la concurrence, de la libre concurrence, les termes que l'Union européenne utilise. Donc finalement, pour faire plaisir aux technocrates, on a décidé de diviser Fret SNCF en deux, mais surtout de baisser les effectifs de 10%, évidemment, voilà, ça va toujours avec, et d'ouvrir une partie, de donner en fait une partie des activités les plus rentables, donc c'est 23 lignes au total, 20% du chiffre d'affaires, aux concurrents de la SNCF. Donc en fait, les lignes les plus rentables pour Fret SNCF, on les a données et ouvertes à la concurrence. Et Fret SNCF n'a pas le droit de candidater aux appels d'offres sur ces lignes-là. Bon. Et puis, dernier sujet, l'ouverture au capital de l'entreprise, d'Exafret et de Technis, qui est prévue dans les prochaines années. Donc, ça veut dire quoi? C'est une privatisation, en fait. Hein. L'ouverture du capital, il faut aussi mettre les mots sur ce que c'est. C'est l'objectif. Et juste pour le parallèle, DB Cargo, qui est le pendant fret de l'Allemagne, a été soumis à la même enquête. Et du coup, même chose est en train de se restructurer. Donc ça, c'est les mots qui sont utilisés. Voilà. Ils sont en train de se restructurer, mais grosso modo, ça va être la même chose. C'est une forme de liquidation, ils vont couper dans les effectifs. Voilà. Donc c'est quand même assez catastrophique. Dernier point d'actualité, c'est un rapport qui est sorti il y a quelques mois, semaines. Le rapport Ulysse, qui est un plan de relance du fret, avec pour objectif sur 10 ans d'investir 4 milliards. Bon, du coup, je ne sais pas trop ce que ça va donner, parce qu'en fait, quand on regarde tous les plans de relance depuis les années 2000, ça n'a jamais trop marché. Donc, je suis un peu pessimiste, mais bon, on peut aussi voir et en reparler dans quelques temps, voir ce que ça aura pu donner. Mais voilà un peu pour le fret. Donc, on est quand même dans une situation qui est assez catastrophique. Hein. C'est la mort du fret, hein, grosso modo, si on est clair, si on ne met pas trop de pincettes. Alors que pourtant, et on voit se multiplier les camions sur la route. A contrario, on autorise les méga camions. Ça, c'est une loi qui a été votée au niveau européen. Hein. Donc, moi, je pense que c'est pas le bon chemin. Mais, on pourra en débattre ensuite. Sur la partie voyageurs, là, c'est quand même une grosse actualité. On en parle beaucoup. Parce qu'on pense que la concurrence, ça va permettre, ça va sauver le train. Je suis plus mitigée pour la question. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, sur le train, on a plusieurs types de trains qui ne sont pas financés de la même manière et qui sont considérés ou pas comme du service public. Du coup, qui ne sont pas du tout gérés de la même manière par ce qu'on appelle des autorités organisatrices ou qui ne sont pas gérés de la même manière, du coup, par rapport à l'ouverture à la concurrence. On a ce qui est le service public, c'est les TER, donc les trains d'équilibre du territoire qui sont gérés par les régions, qui sont autorités organisatrices. Et on a les trains d'équilibre du territoire qui sont l'équivalent des intercités, qui sont là gérés par l'État. Ce sont des activités qui sont considérées comme du service public, donc qui sont massivement subventionnées parce que non rentables. Mais c'est du service public. Et ensuite, on a l'activité TGV, donc là, qui n'est pas un service public, qui n'est pas subventionné par l'État. C'est un choix politique. D'autres pays européens ont décidé de subventionner le TGV, parce que le TGV, c'est pas
c'est pas rentable. Hein. Enfin, un tiers des lignes TGV sont rentables, un tiers c'est à l'équilibre et un tiers ce n'est pas rentable. Voilà, donc les lignes rentables, c'est Paris-Marseille, c'est Bordeaux-Paris, c'est ça les lignes rentables. Hein. Donc en fait, c'est là où va la concurrence. Voilà. C'est là où se positionne la concurrence. Et du coup, en termes de nouveaux acteurs, on a plutôt ce qu'on va appeler les low-costers. Donc les low-costers, c'est des Ryanair version ferroviaire en fait. Hein. Ça va être par exemple tout ce qui est Ouigo. Ouigo, c'est du low-cost. Hein. Kevin Speed aussi qui est un nouvel acteur, Italo si vous avez déjà pris le train en Italie, pareil, c'est ce qu'on catégorise comme un low coster. Donc ça veut dire qu'en fait vous payez vos options, grosso modo, vous avez une qualité de service moindre, mais un prix moins cher. Voilà. Après c'est notre type d'offre. Tout ce qui est nouvel entrant privé, donc on a par exemple Proxima, qui d'ailleurs s'intéresse beaucoup à votre chaud. Proxima, Le Train, qui sont là des acteurs privés. On a tout ce qui est acteur ancien monopole d'État, ça va être la Renfe en Espagne, ça va être Trenitalia en Italie par exemple, qui s'intéressent et qui font déjà circuler des trains sur la partie TGV en France. Et après, on a d'autres acteurs. Bon, il y a beaucoup d'intérêt pour le secteur, mais juste, il faut beaucoup d'argent parce qu'il faut acheter des rames, il faut aussi connaître le secteur. Enfin, il y a un coût d'entrée sur le marché qui est assez énorme. Sur l'actualité un petit peu en termes d'ouverture à la concurrence pour les différentes attributions. Donc comme je l'ai dit, on a déjà de nouveaux concurrents sur le TGV, la Renfe par exemple, le Trenitalia. Trenitalia, on en a pas mal parlé parce que là ils ouvrent une nouvelle ligne sur le Paris-Marseille avec des prix d'entrée à 25 €. Je vais vous expliquer pourquoi 25 € et pourquoi c'est plus cher que la SNCF. Je vais vous expliquer pourquoi et pourquoi ce n'est pas viable sur le long terme aussi, ces prix-là. Après on a la partie tout ce qui est train d'équilibre du territoire, donc là ça fonctionne aussi par appel d'offres. Donc l'État a déjà alloué certaines lignes à la concurrence, par exemple la ligne Nantes-Bordeaux et Nantes-Lyon, donc là à la SNCF, et compte ouvrir de nouvelles lignes du coup à la concurrence, notamment tout ce qui est la partie POLT, donc Paris, Limoges, en fait, dont on entend parler un petit peu à la radio en ce moment, et c'est pour ça qu'ils rénovent, qu'ils font des travaux, parce que la concurrence ne va pas aller faire circuler des trains sur des lignes qui sont dans un état catastrophique. Donc c'était aussi, au-delà du fait de rénover pour les usagers, on rénove aussi pour que la concurrence s'intéresse au secteur et fasse circuler des trains. Bon, ça pose question aussi sur pourquoi on le fait et quel est l'objectif. Et sur les TER, bon, ben là, c'est au rythme propre des régions. Donc j'ai regardé un peu votre région et j'ai vu que ce n'était pas encore le cas, c'est prévu pour 2027-2028 avec plusieurs types de lots. Mais par exemple, il y a des attributions en Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc la région PACA, dont je suis originaire en plus, et a loué 2 lots aujourd'hui, dont un à Metz Transdev, voilà, qui est notre compagnie, qui va faire circuler dès cet été des trains sur une des lignes, donc c'est assez attendu parce qu'on va voir ce que ça va donner. Et il y a une autre ligne du coup qui a été allouée à la SNCF et puis ils vont ouvrir petit à petit le reste du réseau parce qu'il y a une obligation de mise en concurrence des réseaux régionaux. Je crois que c'est 2034 la date limite. Donc en fait les régions vont être obligées d'ouvrir à la concurrence d'ici cette date-là. Alors pourquoi, selon moi, la concurrence, ça ne va pas sauver le transport ferroviaire contrairement à ce qu'on dit dans les médias. En gros, la concurrence, on dit que ça va baisser les prix, augmenter les dessertes et l'offre de services et baisser les retards. Je vais vous expliquer sur ces 3 points ce qu'il en est. Et moi, dans mon livre, en fait, je compare avec la situation de pays européens sur lesquels on peut voir un petit peu ce que ça a donné. Parce que là, en France, c'est quand même compliqué aujourd'hui d'avoir une vision de ce que ça pourrait donner. Donc, je n'ai pas la boule de cristal, mais je trouve que ce qui s'est passé, la manière dont ça s'est passé dans les autres pays, ça nous donne aussi une tendance. Sur la baisse des prix, donc déjà, je vais vous expliquer ce qui compose le prix d'un billet de train, sachant que c'est pas pareil pour la partie TER, TGV et TET, mais un billet de train, c'est 3 choses clés. Les péages ferroviaires, donc les péages ferroviaires, c'est en fait vous payez un prix d'emprunt des infrastructures, comme vous prenez l'autoroute, vous payez votre péage, c'est le même système, sauf que c'est sur toutes les lignes, il n'y a pas de réseau alternatif comparé, il y a des réseaux alternatifs, mais dans le sens où les péages peuvent être plus chers ou moins chers en fonction des lignes et de la fréquentation, donc ça c'est des prix qui sont fixés par l'État et par l'opérateur. Et ensuite, on a du coup tout ce qui est la TVA, évidemment, et aussi le système de yield management, donc ça qui est utilisé par aussi les entreprises aéroportuaires. Enfin, c'est pas nouveau l'utilisation de ce système-là, mais ça veut dire qu'en fonction de la demande, l'offre et le prix vont augmenter. Donc c'est pour ça que des fois, sur le même trajet, votre collègue ne va pas vous payer le même prix que vous, parce qu'il se sera pris peut-être 2 jours après ou 2 jours avant, etc. C'est vraiment ajusté à l'offre et à la demande. Sur la partie TER, donc là c'est les régions qui fixent les prix, ce n'est pas la SNCF qui fixe les prix, c'est les régions. Ça il faut quand même le dire, hein, la SNCF est un opérateur de service.
Donc voilà, on a tendance à dire oui, la SNCF est trop chère. Sur la partie TGV, ils fixent le prix. Ce n'est pas le cas sur la partie TER. Et peut-être, il faut le dire aussi, il faut clarifier. Donc là, il y a quand même 20% du prix qui sur la partie TER, c'est du péage ferroviaire entre 10 et 20%. Ça dépend des lignes. Mais c'est 40% par exemple pour le TGV. 40% du prix de votre billet TGV, c'est le péage ferroviaire en fait. Donc ça, normalement, toutes les compagnies y sont soumises. Et le péage, ça permet quoi? C'est pas de l'argent qui rentre dans les caisses, hein. C'est de l'argent pour financer le réseau ferroviaire. Il y a un besoin de financement qui est énorme. Vous utilisez une infrastructure publique, vous payez aussi le prix du coup de cette infrastructure. Moi, ça ne me semble pas complètement, voilà, entre guillemets, complètement à l'ouest, même si effectivement ça fait gonfler les prix et c'est un vrai sujet pour les usagers. Mais encore une fois, l'activité TGV n'est pas subventionnée, c'est un choix politique de ne pas subventionner l'activité. Donc après, on pourrait décider de subventionner l'activité TGV, ou peut-être certaines lignes de desserte fine du territoire, parce qu'il y a des lignes TGV qui ne sont pas rentables et qui finalement desservent des territoires, et qui risquent de péricliter avec l'ouverture à la concurrence. Donc, on pourrait s'interroger sur cette question-là. Moi, je pense que ce serait nécessaire, mais aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit l'orientation politique prise de subventionner. On cherche de l'argent partout. Donc bon. Sur Trenitalia, sur la baisse des prix. Donc aujourd'hui, quand on regarde nos concurrents européens, enfin nos amis européens, plutôt nos amis européens, au Royaume-Uni, la baisse des prix, il n'y a pas une baisse des prix, c'est 27% d'augmentation des prix du train. Pourquoi? Parce que le Royaume-Uni a adopté un mode de déréglementation du secteur tout azimut, c'est-à-dire qu'ils ont absolument tout privatisé, il n'y a eu aucune régulation, c'est parti complètement en cacahuètes, enfin, ça a été une catastrophe. Et aujourd'hui, ils renationalisent parce que justement l'offre est horrible pour les usagers, les prix sont horribles, il y a des retards de partout, enfin, c'est une catastrophe. Quand on regarde l'Allemagne, qui est un pays qui n'a pas eu la même conception d'application de l'ouverture à la concurrence, on n'a aucune étude sur les prix, à la baisse ou à la hausse. Donc moi je me dis, bon, du coup j'ai l'intention de faire moi-même l'étude, mais je me dis s'il y avait une baisse massive des prix, on le saurait, l'Union européenne ça serait vanté, donc je trouve ça assez étonnant. Mais en tout cas de mes recherches à moi, peut-être que vous aurez d'autres informations par ailleurs, mais aucune baisse ou aucune hausse des prix. Ensuite sur Trenitalia, pourquoi 25 €? Et après je passerai sur le sujet de la régularité des trains. 25 € parce qu'ils sont exonérés du prix des péages. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez la SNCF qui paye des péages parce qu'elle emprunte les lignes, mais les nouveaux entrants, on les exonère pendant 3 à 4 ans. En fait, c'est des négociations du prix des péages. Donc je vais vous donner des chiffres. Trenitalia opère aujourd'hui 2 offres. Donc il y a Paris-Lyon et ils vont ouvrir Paris-Marseille. Sur Paris-Lyon, les chiffres que j'ai trouvés, c'est 37% de réduction la première année et 16% la deuxième. Et là, les réductions qui se sont opérées pour le Paris-Marseille, parce qu'ils ont bénéficié de nouvelles réductions de péage sur cette ligne-là, parce qu'ils lancent une nouvelle offre. On est à plusieurs millions d'euros. Mais aujourd'hui, c'est un peu opaque sur les pourcentages. Voilà. Ça, c'est des chiffres qui sortent de l'ART, donc l'Autorité de régulation des transports, mais je n'ai pas réussi à trouver des chiffres officiels, parce qu'en fait, c'est très opaque, parce que ça fait polémique. Donc, comment on peut expliquer que les nouveaux entrants, on les exonère du prix des péages qui permettent encore une fois de payer l'utilisation de l'infrastructure. Parce que si vous faites rouler plus de trains sur les infrastructures, vous les dégradez encore davantage. Donc il y a quand même un vrai sujet. Donc ça explique déjà les 25 € pratiqués par Trenitalia. Et ensuite, la deuxième raison, c'est la politique commerciale. Et le PDG de Trenitalia l'a dit à la télé, il l'a dit à plusieurs reprises, notre stratégie c'est d'être connu, c'est de nous implanter. Donc en fait, on va pratiquer des prix défiant toute concurrence. Pour attirer, voilà. Mais pour moi, ça ne pourra pas perdurer sur le long terme, parce qu'ils vont finir par payer des péages. Il y a aussi toute l'alimentation du fonds de concours pour la rénovation du réseau, j'y reviendrai. Pour moi, il faut les obliger à l'alimenter, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, je ne suis pas certaine que ces prix-là, ils vont pouvoir les pratiquer pendant longtemps. Ensuite, sur les retards, je vais donner quelques chiffres. Bon, au Royaume-Uni, c'est une catastrophe, il y avait des trains supprimés dans tous les sens, des retards massifs, enfin, voilà, une qualité de service très très médiocre. Parce que pour moi, quand on parle de qualité de service, c'est je prends mon train et j'arrive à l'heure, et mon train il est propre. De savoir si je vais avoir le Wi-Fi, dernier cri, etc. Ça fait partie de la qualité de service, mais déjà, il faut que le train réponde aux attendus, c'est-à-dire arriver à l'heure. Voilà. Il ne faut pas masquer une qualité de service par des choses ubuesques, de dire bon, en fait, il y a une heure de retard, mais le Wi-Fi marche. Bon, c'est pas ça pour moi la qualité de service. En Allemagne, 35% de retard en 2022. En France, on a 12% de retard au niveau national en 2023. Donc, ça, c'est des chiffres officiels de l'ART. Donc, vous voyez, on a
Bon, je ne suis pas sûre que dire que l'ouverture à la concurrence va permettre de réduire les retards. Non, ce qui va permettre de réduire les retards, c'est de financer, de rénover les réseaux. C'est un autre sujet. Sur l'augmentation des dessertes, donc ça, par contre, oui, effectivement, la concurrence permet de proposer plus de trains. Ça, je ne vais pas dire que c'est pas vrai, c'est vrai, on le voit en Espagne aussi, on le voit en Allemagne, et on commence à le voir en France aussi, puisque par exemple sur la ligne Paris-Marseille, Trenitalia va compléter l'offre de la SNCF. Par contre, est-ce qu'il faut forcément ouvrir à la concurrence pour compléter l'offre? En fait, il faut juste déjà augmenter la capacité des réseaux, donc faire des travaux pour pouvoir faire circuler plus de trains, donc il y a ça déjà, et ensuite il faut juste avoir plus de rames et plus de place dans les trains. Est-ce que c'est forcément l'apanage de la concurrence? Là, la SNCF a commandé de nouveaux trains, il y a beaucoup plus de places, on augmente de 50 places, je crois, les trains. Donc en fait, finalement, si on achetait plus de rames, ça permettrait aussi de faire circuler plus de trains. Donc c'est pas forcément le choix qui a été fait, mais ce que je veux dire par là, je suis pas en train de dire vous la concurrence, je suis en train de dire la concurrence c'est pas la solution miracle, ça va pas résoudre tous les problèmes et tout seul ça va pas faire grand chose en fait. Et surtout il faut réguler la concurrence, parce que quand on voit au Royaume-Uni ce qui s'est passé, aucune régulation, c'est une catastrophe. En fait c'est les intérêts privés qui vont prendre le dessus sur tout le reste. Et du coup j'en reviens sur les limites. Déjà, pour moi, si on ouvre à la concurrence mais qu'on ne rénove pas le réseau, ça ne va servir à rien. Parce qu'en fait, on aura toujours le même taux de retard. On ne peut pas faire circuler des trains sur un réseau qui est à bout de souffle, c'est pas possible. C'est 25 ans, entre 23 ou 28 ans de moyenne d'âge du réseau français. Il faut rénover. Et de toute façon, là où on met le plus d'argent, c'est les grandes lignes qui marchent. Mais les petites lignes de territoire, c'est là où ça ferme en fait, parce que personne ne met de l'argent, parce que c'est pas intéressant financièrement, on ne veut pas subventionner, voilà. Et je dirais que pour moi, l'ouverture à la concurrence fait peser un vrai risque sur la desserte des territoires, puisque en fait, une entreprise privée, elle va faire circuler des trains pour gagner de l'argent. C'est le principe d'une entreprise privée. Donc forcément, elle va s'intéresser aux lignes qui sont les plus rentables. Et comme je l'ai dit, un tiers des lignes TGV sont rentables. Donc ça veut dire qu'on voit déjà, en fait, dans le panorama de la concurrence, où les concurrents vont, et finalement ils vont sur les lignes les plus rentables. Mais tout le reste est complètement délaissé. Et historiquement, la SNCF, en fait, bénéficie de ce qu'on appelle un système de péréquation. C'est-à-dire que les gains permis par l'exploitation des lignes les plus rentables permettaient de financer l'exploitation de lignes non rentables. En fait, ce système-là, il va prendre fin. Parce que nécessairement, les parts de marché de la SNCF vont baisser, les rendements vont baisser, sauf s'ils font circuler plus de trains ou s'ils augmentent les prix, mais a priori, ça va baisser. Donc ça, c'est un vrai danger pour la SNCF. Il y a aussi une vraie injonction contradictoire, c'est-à-dire qu'on dit à la SNCF, vous devez être rentable, vous devez faire des bénéfices, et vous devez continuer à exploiter les lignes du territoire. En fait, il faut que les règles du jeu soient claires pour tout le monde. Et aujourd'hui, c'est pas très clair. Et le sujet dont je parlais tout à l'heure sur le fonds de concours, le fonds de concours, c'est quelque chose qui a été créé justement pour qu'en fait, les entreprises ferroviaires puissent abonder ce fonds-là, fonds qui permet ensuite d'être alloué à la rénovation du réseau. La SNCF, par exemple, a mis 1,7 milliard d'euros dedans l'année dernière, donc c'est de l'argent qui est en moins dans son bilan financier. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune obligation des concurrents d'abonder ce fonds de concours-là. Donc ça veut dire qu'on n'a pas d'obligation d'abonder le fonds de concours pour la rénovation du réseau. On baisse les prix, on fait des ristournes, enfin c'est des ristournes, on enlève les paiements des péages ferroviaires. En fait, on a des entreprises privées qui vont utiliser notre réseau, qui vont le dégrader, qui ne vont pas payer pour sa rénovation. Je considère qu'il faut que chacun paye sa part aussi par rapport à l'utilisation qui est faite du réseau ferroviaire. Parce qu'en fait, déjà que le réseau est en piteux état, bon. Et du coup, juste petit point, pourquoi certaines offres sont plus rapides? Par exemple, on en parlait tout à l'heure sur Proxima qui s'intéresse à Bordeaux-Paris ou Bordeaux-Nantes. Voilà. Ces lignes-là, ils promettent de réduire la durée de trajet. Mais pourquoi? Parce qu'ils vont desservir moins de gares. Parce que ça coûte trop cher de desservir les petites gares du territoire. Donc en fait, la concurrence, déjà, va se mettre sur les segments les plus rentables et sur les segments qui ne le sont pas forcément, va réduire les arrêts. Parce que ça coûte trop cher de s'arrêter dans les petites gares ou dans les gares intermédiaires. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire moins de dessert du territoire. Donc il y a quand même un vrai sujet autour de ça. Et sans parler des petites lignes qui n'intéressent pas, hein, parce que ça ne rapporte pas. Ensuite, d'autres risques qui sont peut-être un peu plus mineurs, mais j'estime quand même importants, sur déjà l'offre aux usagers.
Si on a plusieurs entreprises concurrentes, il faut proposer une offre aux usagers qui soit harmonisée. C'est-à-dire que par usager, moi je dois savoir quels sont les différents horaires en fonction des opérateurs, etc. Aujourd'hui, et même de coordonner aussi l'offre TER, l'offre train d'équilibre du territoire, l'offre TGV. Pour qu'en fait les gens puissent se dire, bon ben moi je veux faire aller de ce point A à ce point B, c'est pas forcément une ligne directe, comment j'y vais, comment je facilite et je crée le trajet aussi pour l'usager. Aujourd'hui, en fait, il y a un vrai risque de manque de coordination dans toute l'offre. Et puis la question de tout ce qui est billetterie aussi. Aujourd'hui, on s'oriente de plus en plus vers une billetterie dématérialisée, on ferme les points de vente, mais en fait, c'est pas ça l'offre de service. Il faut aussi proposer des points physiques, il faut pouvoir orienter les usagers aussi, les aider à acheter leurs billets, et tout ça en fait finalement, on ne propose pas d'offre centralisée entre les moyens de transport, entre les différents opérateurs, et on ne propose pas non plus d'accès physique, donc finalement il y a quand même des vrais sujets autour de ça. Donc là c'était un peu le bilan, je vais finir sur la partie perspective, donc les pistes selon moi qui sont à étudier. Alors, voilà, moi je ne suis pas forcément favorable à la concurrence dans le sens où j'estime que c'est un écran de fumée aujourd'hui pour cacher les vrais problèmes et qu'on dit la concurrence va permettre ci, va permettre ça, mais qu'en fait on ne met pas en avant les vrais problèmes et c'est des problèmes de financement du réseau. Donc forcément l'État n'a plus d'argent, donc l'État, en tout cas ils disent qu'ils n'ont plus d'argent, donc ils ne veulent pas financer. Voilà, aujourd'hui il y a une grande commission qui a été lancée il y a 1 ou 2 semaines par le ministre des Transports, ça s'appelle Ambition France Transport, où l'idée c'est de réfléchir sur le financement des transports, mais de manière large. Donc, il y a le sujet aussi de la concession des autoroutes, le sujet de ce qu'on appelle les RER métropolitains, le sujet de financer le ferroviaire, etc. Bon. Ils veulent trouver des sous, on va voir ce que ça donne en termes de perspective. Mais ce qui est sûr, c'est que la concurrence ne va pas résoudre les problèmes. Et la concurrence, du coup, là, on est pris par des réglementations européennes. Donc, effectivement, si on se dit qu'on va les lancer et qu'on doit faire avec, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on l'encadre. On ne la laisse pas partir dans tous les sens. Donc, qu'est-ce que ça veut dire encadrer? C'est faire en sorte que la concurrence elle puisse être correctement répartie sur le territoire. Et que la concurrence, elle ne réduise pas la desserte des territoires aussi. Donc, comment on fait? Il y a des solutions à étudier. On peut moduler à la hausse, à la baisse les péages en fonction du nombre de dessertes des opérateurs. On peut aussi obliger, comme l'Espagne, l'exploitation du coup, de plusieurs lignes dans un même package, une ligne plus rentable et moins rentable, du coup, pour permettre en voie de fait d'avoir une desserte des territoires qui soit assez équilibrée. On peut financer aussi le TGV, les lignes qui ne sont pas rentables, ça peut être aussi une idée à étudier. Bon, après ça demande un changement d'orientation politique, mais bon, je pense que ça pourrait avoir du sens. Donc il existe des solutions. Après, il faut avoir envie de les étudier et avoir envie de faire quelque chose. Ça, c'est autre chose. Et puis, surtout, l'ouverture à la concurrence, ça ne se fait pas sans augmenter l'interopérabilité et la capacité des réseaux. Parce que du coup, si on veut augmenter l'offre, en fait, il faut rénover les réseaux ferroviaires. Donc, forcément, ça va de pair, mais il faut mettre de l'argent. Il y a aussi l'idée de se dire, OK, bon, on ouvre à la concurrence, mais comment on crée une vraie offre globale autour des transports, pas que le ferroviaire, pour les territoires et pour de manière globale. Donc, pensez aussi cette offre-là que je ne dis pas du tout penser, et puis tout ce qui est offre financière aussi. Il faut peut-être réfléchir au prix et voir comment on peut éventuellement faire quelque chose pour ça. Après, pour moi, l'enjeu principal, il est vraiment autour de la rénovation des réseaux existants. Créer des nouvelles infrastructures, c'est bien. Penser à l'innovation, c'est bien. Mais déjà, ayons un réseau actuel, moderne et fiable, qui fonctionne. Avant de penser à faire des projets d'hyperloop, là, les trains qui vont à 500 à l'heure, rénovons déjà notre réseau existant. Même chose pour la création de nouvelles infrastructures. Il faut le faire, il faut étudier les projets, mais déjà rénovons l'existant si ça existe. Voilà, ça c'est vraiment ma position, même si encore une fois, si on se dit que le train doit être vraiment un peu l'acteur central des mobilités, il faudra étudier aussi des projets de désengorgement de certaines gares, proposer d'autres lignes. Par exemple, je pense à Marseille-Saint-Charles où ils sont en train de créer une autre gare en fait, justement parce que cette gare-là ne suffit plus pour accueillir l'offre et du coup augmenter l'offre. Donc oui, ça a du sens, c'est intéressant, mais ne focalisons pas tout là-dessus et ne focalisons pas tout non plus sur le TGV, sur les rénovations des lignes TGV. Regardons aussi ce qui doit être fait sur les lignes du territoire. Ce qui est aujourd'hui pas trop dans les clous. Mettre fin à la concurrence déloyale de la route. Il existe plein de solutions. Là, en France, on a 9% de part modale au niveau du fret, mais en fait, quand on regarde la Suisse, ils sont à 30%. Et parce qu'ils appliquent des réglementations assez strictes sur la circulation des camions, sur la taille des camions. Donc pourquoi est-ce qu'on ne réfléchit pas à ça? Bon, ça peut s'étudier. Il faut taxer le kérosène aussi.
Parce que l'avion, on n'en a pas parlé. Mais aujourd'hui, taxe sur le kérosène, zéro. Hein. Donc pourquoi est-ce qu'on taxe l'électricité? On taxe l'essence, on ne taxe pas le kérosène. Bon. Ça s'étudie. Il y a aussi, je pense, un sujet de la loi de fantôme, la loi de 2021, qui en fait aujourd'hui dit, grosso modo, on ferme une ligne d'avion s'il y a une desserte de moins de 2h30 en train. À ce cadre-là, il y a forcément de sens. Paris-Marseille, c'est 3 heures, donc ça sort du cadre, alors que il faut plutôt regarder par rapport à l'offre actuelle de train sur certaines correspondances, du coup, si ça a du sens de pallier, de supprimer les liaisons aériennes. Parce que j'estime pas qu'aujourd'hui, on puisse dire aux gens, prenez plus l'avion, prenez plus votre voiture, il n'y a pas d'offre alternative. Donc les gens, on va leur dire, prenez plus votre voiture, c'est pas possible. Donc il faut être aussi un peu réaliste. Et puis j'en terminerai sur ça, peut-être sur le prix. Donc j'avais pensé aussi tout ce qui est baisse de la TVA sur les billets, ça peut être aussi étudié. Mais le sujet, c'est bon, il faut qu'on compense financièrement cette perte-là pour l'État. Donc je ne suis pas sûre que ce soit forcément une option qui soit étudiée aujourd'hui. Il y a tout ce qui est aussi permettre d'avoir peut-être des tarifs préférentiels aussi pendant les périodes de vacances, pour les familles, pour les encourager à prendre le train. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de solutions qu'on peut étudier. Il y a le plafonnement des prix aussi. Je ne dis pas que ça a du sens tout le temps, je dis juste que ça peut s'étudier comme solution. Il faudrait voir la faisabilité dans quel cadre, etc. Mais il y a des possibilités aujourd'hui, ce n'est pas vraiment au cœur du débat. J'en terminerai là parce que j'ai parlé longtemps, j'ai l'impression. Tout ça pour dire que le ferroviaire, si aujourd'hui on ne commence pas à s'y intéresser, à vraiment mettre de l'argent et à prendre des actions concrètes, en fait, ça va faire que péricliter de plus en plus. C'est déjà dans une situation assez catastrophique et la concurrence, c'est pas la cour des miracles en fait. Il faut arrêter avec ça, de mettre de l'ouverture à la concurrence partout et de considérer que ça va résoudre tous les problèmes. Non, c'est faux. Sur les prix, non. En tout cas, pas sur le long terme selon moi. Sur l'offre, oui. Mais encore une fois, il y avait d'autres solutions. Achetons des rames, en fait. Achetons des rames, tout simplement. Ce qui est un peu fait aujourd'hui. Ayons aussi une vision de ce que ça veut dire les transports. Aujourd'hui, on pense les modes de transport de manière très silotée, on n'a aucune vision, on n'a aucune offre, on n'a aucune forme d'intermodalité. Pensons, ayons une vision pour les transports publics aussi, ce qui aujourd'hui n'existe pas, et encore moins pour le ferroviaire. Voilà, merci. Alors, on va laisser la parole aux représentants de Osons le train, mais en écoutant Chloé, je ne sais pas si vous, ça a résonné de la même manière, et moi, dans ma tête, je pensais au vote LN et au mouvement des Gilets jaunes. Je n'associe pas nécessairement les deux choses, mais un des leviers du vote RN et une des raisons de la colère des Gilets jaunes, c'est le fait que la proximité est complètement oubliée, que ces gens se sentent abandonnés, que les territoires ruraux, périphériques se sentent abandonnés. Et justement, ça passe aussi par le train de proximité. Et quand on voit des lignes fermées, des écoles fermées, des postes fermés, eh bien, il ne faut pas s'étonner de certains votes de colère, de protestation, alors qu'on aurait à faire un maillage de territoire, on aurait vraiment à redonner du sens. Et le service public, c'est le salaire pour tous. C'est vraiment ce qui permettrait de vivre ensemble, justement, de manière tout à fait égalitaire. Bon, alors, je vais laisser la parole à Christian ou Michel, ou je ne sais qui. Vous venez là? Le micro, peut-être. Mais si, c'est bien pour la vidéo aussi, pour la captation. Allez, viens, Christian. Tu seras devant la banderole. Merci. Oui, alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, je ne vais pas répéter. Je vais dire certaines choses peut-être complémentaires un peu, et peut-être plus locales, quoi. Je veux dire, même avant d'arriver à l'ouverture à la concurrence au niveau du rail, début des années 1960, j'étais enfant, mais le rail irriguait le territoire urbain et rural. C'était le moyen de mobilité essentiel, quoi. Et partout, c'était quadrillé, ça quadrillait partout. Voilà. La gare de Mont-de-Marsan, par exemple, était une étoile ferroviaire qui allait en direction de 6 destinations.
Dax, Luxeuil, Morcès, c'est toujours un service, Marmande, Nérac et Bagnères de Bigorre. Bon, aujourd'hui, la gare de Mont-de-Marsan est un cul-de-sac pour les voyageurs et les marchandises. Voilà. Et dans le pays, 10 500 km de lignes fines, qu'on appelle, donc comme la ligne Morcès, la nouvelle Bagnères de Bigorre, ont été fermées. Il ne reste plus que 30 000 km en service. En service, alors bon, ça a été dit, avec un manque d'entretien, bien sûr, et pas assez de trains. Dès qu'on investit un peu dans le train, aussitôt, il y a du répondant, quoi. Surtout si on répond aux besoins des gens. Voilà. Et donc aujourd'hui, ce service ferroviaire ne répond pas aux besoins de mobilité des voyageurs et marchandises en forte augmentation. Si on regarde depuis la Libération, par exemple, mais même début des années 60, toutes les marchandises en circulation, les gens voyagent davantage pour différentes raisons. Voilà. En fait, je ne développe pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Jean-Paul Défi, qui est le président du conseil scientifique de France Mobilité. Il avait dit ça dans le Sud-Ouest en septembre 2022. L'offre de train est 3 à 4 fois inférieure à ce qu'il faudrait pour répondre aux besoins aujourd'hui. Alors, depuis plusieurs décennies, le choix du développement du transport routier a été fait au détriment, bien sûr, du ferroviaire qu'on délaissait. Alors que de nombreuses voies ferrées étaient fermées, on nous rabâchait sans cesse qu'il fallait créer des autoroutes pour désenclaver les territoires et permettre le développement économique. C'est quand même un compte. Alors, cela a eu des conséquences. Le recul du ferroviaire dans notre pays. Il y a des dépenses de plus en plus lourdes pour l'entretien des routes par les communes qui ont de plus en plus d'ailleurs de mal pour les entretenir. Et c'était, je cite encore, parce que dans le Sud-Ouest du 23 avril 2025, c'était Frédéric Cuillerier, qui est le coprésident de la commission de transport de l'AMF, l'Association des maires de France, qui déclarait le coût des 717 000 km de route, soit 65,5% du réseau routier français, géré par le bloc communal, communes, communauté de communes, communauté d'agglo, se monte à 15 milliards d'euros par an. De plus, la création d'infrastructures routières coûte plus cher, ça on ne le dit pas, mais je vous le dis, que les infrastructures ferrées. Par exemple, 8 millions d'euros le kilomètre pour une voie routière express, c'est les 2 fois de voie, hein, voilà. 12 millions d'euros pour une autoroute et 2 millions d'euros pour un kilomètre de rail. Voilà. Mais à cela, il faut ajouter les coûts des dégâts des transports routiers dans le domaine de la pollution, des accidents. Un rapport sénatorial daté du 11 avril 2018 mettait en exergue les conséquences de la pollution, responsable de près de 50 000 morts prématurées par an, et un coût exorbitant de l'ordre de 100 milliards d'euros pour la collectivité par an. Et même aussi, en plus, 37 milliards d'euros par an avec le coût des accidents, parce que bon, la route est moins en sécurité sur la route que sur le train. Alors, bon, le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que, même si on entend des discours, c'est que l'État, dans les actes, est loin du rendez-vous des défis à relever aujourd'hui pour la mobilité pour tous, permettant un aménagement harmonieux du territoire et dans le cadre de la nécessaire transition écologique. Voilà, c'est ça, parce que là aussi, on nous en parle beaucoup, mais bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ça a été dit que les transports, effectivement, émettent 30% des émissions de gaz à effet de serre, mais le train, lui, c'est que 0,3%. C'est quand même voilà, important. Et le fret ferroviaire émet pour une même charge 8 fois moins de particules fines que les camions, consomme 6 fois moins d'énergie que le transport routier. Alors on dit on fait faire des économies partout, mais bon, on fait le contraire. Alors, d'ailleurs, si on regarde, parce que
moi je pense qu'en Europe, on est pratiquement les derniers de la classe, quoi. Si on regarde en Europe ce qui se passe, l'investissement par citoyen, bon, en 2023, bon, le Luxembourg, c'était 712 €. Après, il y a l'Autriche, la Suède, les Pays-Bas, la République tchèque, le Danemark, qui font beaucoup aussi. Bon, je citerai quelques pays qui sont juste devant nous, mais l'Allemagne, bon, on prend un exemple soit sur l'Allemagne, mais l'Allemagne met 115 € par habitant là, pour le train. La Belgique 101, l'Italie 92, l'Espagne 70 et la France que 51 €. Voilà. Donc, effectivement, ça a été dit, là je ne vais pas. Par rapport à la concurrence, effectivement, ça n'a pas permis de baisser forcément les prix, ni de rendre meilleur le service public. Voilà, bon, je ne vais pas développer, il y a des choses qui ont été dites, mais je vais citer Antonin Mazel, là, qui est un expert ferroviaire, consultant au cabinet d'expertise 3E. Il a parlé, lui, du mirage de l'ouverture à la concurrence, mais bon, ça a été un peu développé, je ne vais pas insister. Et justement, il parlait de ces entreprises comme Trenitalia, etc. Enfin, voilà. Bon, je passe pour ne pas répéter ce qui a été déjà dit. Parce que finalement, l'objectif des concurrents de la SNCF n'est pas de développer les circulations dans l'ensemble des territoires, mais de se concentrer simplement sur la réalisation des marges et des bénéfices. Voilà. Et ces entreprises-là, bon, elles vont là où c'est le plus profitable. Et disons, elles ne participent pas comme la SNCF, même si la SNCF, il y a des choses à revoir dans la SNCF, hein, mais ce qu'on appelle la péréquation sur le plan du territoire. Il y a des lignes, effectivement, qui ne sont pas rentables. Mais est-ce que dans tout le pays, dans les milieux ruraux, etc., on ne doit pas avoir les mêmes droits que partout? Bon, mais là, il faut faire jouer la péréquation. Et le privé, il ne la fait pas jouer, la péréquation. D'ailleurs, c'est valable dans tous les services publics. Partout où on a transformé des entreprises comme, bon, je ne sais pas moi, France Télécom, etc., enfin, bon, je ne développe pas, où on a transformé ces services publics en entités commerciales, eh bien, on voit les résultats. Bon, voilà. Mais je ne développe pas, il y a des choses qui ont été dites, voilà. Alors, effectivement, par rapport sur le plan, on met la concurrence au plan national, au plan régional, bon, ça a été cité, donc je ne vais pas développer, mais même en Europe, et même en Angleterre, qui est plus de la communauté économique européenne maintenant, qui avait bien privatisé, ouvert bien à la concurrence, ils reviennent en arrière. L'Angleterre, la Belgique, le Luxembourg, la Norvège, mais certains ont décidé de revenir en arrière, ou d'autres de ne pas appliquer ce qu'incite de faire l'Europe. Voilà. Alors, mais en France, par exemple, effectivement, ça avait été évoqué un peu, on accusait la SNCF et la France d'empreinte, comment dire, à l'égalité ou je ne sais pas quoi, quand on subventionnait, par exemple pour le fret. Mais ce qui s'est passé finalement, c'est que la France a été punie et le gouvernement français n'a pas fait de la résistance, c'est-à-dire qu'on a ouvert, on a fait un cadeau 23 flux les plus rentables de fret, voilà, à la concurrence. C'est vraiment, on a fait plus que rater la révolution, on est dans une contre-révolution. Je ne dirais pas. Alors, comment, justement, en 1938, date de la création de la SNCF, l'objectif était d'unifier des compagnies régionales déficitaires avec un réseau d'ailleurs inégal sur le territoire. Voilà. Donc, voilà. Et aujourd'hui, c'est une contre-révolution. Voilà. Pour mieux, finalement, desservir les territoires aujourd'hui, eh bien, il faut revenir à ce qui avait été fait, enfin, en adaptant aujourd'hui, mais revenir, voilà, parce que l'ouverture aussi à la concurrence
Mais ça coûte plus cher, finalement. Et il faut payer des dividendes aux actionnaires privés. Voilà ce que ne fait pas le service public. Alors, en plus, les contribuables apportent des subventions et les entreprises privées ne vont que sur des réseaux rentables, comme je disais. Tout le monde n'a pas un service collectif de mobilité et donc, comme les dividendes versés aux actionnaires ne vont pas à la péréquation pour permettre l'existence du rail sur l'ensemble du territoire. Alors, par rapport au financement, alors c'est sûr qu'il faudrait dégager de l'argent, mais quand on veut, on fait, quoi. Je vois que par rapport à la guerre, l'armement, les critères de Maastricht, etc., eh bien, on peut dépasser les 3% de déficit, ça, ça compte plus, quoi. Pour les œuvres de mort, ça compte, on peut dépasser. Pour les œuvres de vie, c'est différent. Voilà. Mais par exemple, 10 milliards d'euros par an pendant 20 ans ont été jugés nécessaires par plusieurs personnalités. Voilà. En mars 2022, c'était le Conseil d'orientation des infrastructures avait remis au ministre des Transports de l'époque, Jean-Baptiste Djebari, un rapport qui évaluait à 200 milliards d'euros en 10 ans les attentes en matière d'investissement qui remontaient des territoires. Bon, le PDG, en juillet 2022, le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, lui avait identifié le besoin de l'investissement d'environ 100 milliards d'euros à l'horizon des années 2030 ou 2035 pour enrayer, vous le savez peut-être déjà dit, le vieillissement du réseau, parce qu'il est dans un piteux état quand même, dans beaucoup d'endroits, et pour doubler aussi la part modale de ferroviaire, parce qu'elle a été supprimée par 2, la part modale. On était à 17%, on est à 9%, on approche les 10%. Voilà. Alors, il faut beaucoup d'argent, certes, mais si on veut, on peut. Et notamment, il y a une chose, c'est que l'argent dépensé pour financer les dégâts occasionnés par le transport routier, eh bien, si on le mettait pour développer le ferroviaire, le transport qui est le plus sécurisé, le moins polluant, le moins consommateur d'énergie, là il y a l'argent pour financer les dégâts, on le trouve l'argent. Et plutôt que financer les dégâts, mais investissons dans un transport qui n'occasionne pas de dégâts, justement. Alors, donc, il y a ce que j'ai cité, je ne vais pas me répéter. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Michel Virlogeux, qui est un ingénieur des ponts et chaussées, d'ailleurs un des grands spécialistes mondiaux, qui a dit qu'un camion de 30 tonnes use la chaussée comme 27 000 voitures. Alors, vous voyez, quand les collectivités locales se plaignent de l'argent qu'il faut mettre pour l'entretien des routes, dans certaines communes, c'est tout un budget communal qui passe pour l'entretien des routes. Voilà. Et ce Mazel en question qui disait aussi que les bénéfices des autoroutes doivent financer des mobilités décarbonées comme le train. Bon, ça peut être le fluvial aussi, mais bref, bon, le train. Et entre 2022 et 2036, les concessionnaires privés vont verser environ 40 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires. Autant d'argent qui échappe à l'AFIT, l'Agence de financement des infrastructures de transport, pour financer par exemple le ferroviaire. Ouais, vous voyez, de l'argent, il y en a. Ça. Et sur le plan européen aussi, l'Europe pourrait, parce que quand on parle de transition écologique, on ne va pas la faire que dans un seul pays. C'est mondialement qu'il faut la faire. Et parlons d'abord en Europe. Eh bien, en Europe, un grand plan de développement du ferroviaire, dans le cadre de la transition écologique, pourrait être développé, financé par la BCE, tout ça. Bon, je ne développe pas, mais en partie aussi avec des fonds FEDER. Voilà. Alors, parce que ce que je veux dire aussi, c'est que les services publics,
dans les territoires, notamment ruraux, bon, ils ont été malmenés. Tu parlais, le RN, justement, en milieu rural, les gens ils n'ont plus de services publics, pas que le ferroviaire, mais dans d'autres domaines, le RN fait des choux gras dans ces territoires-là. Voilà. Eh bien, et depuis, comme je parlais tout à l'heure, depuis qu'on a transformé des services publics en entités à caractère commercial, effectivement, et notamment en milieu rural, parce que c'est là où il y avait le moins de population, le moins d'usagers, moi je dirais, eux ils appellent ça les clients, voilà, on fermait, ou on a supprimé. Et donc les services publics, quand on regarde un peu les choses, ils sont utiles pour l'aménagement du territoire, ils permettent de meilleures conditions de vie, font venir aussi les populations. Là où il n'y a pas de service public, les populations ne vont pas venir, mais ni les entreprises d'ailleurs. Et voilà. Alors voilà, donc, et aujourd'hui, alors que l'on parle de la nécessité de réindustrialiser notre pays et de passer la transition écologique, eh bien, c'est une politique favorisant, encourageant le transport ferroviaire qui devrait être mise en œuvre. Voilà. Et pour les voyageurs, par exemple, on pourrait baisser le prix du train, le billet de train de 30%. Bon, ça a été dit souvent dans le prix du billet du train, 40% va au péage. Pour les routes, par exemple, bon, il y a les autoroutes, certes, il y a des péages, mais les routes normales, communales, départementales, les routes express de fois de voie, c'est payé par l'impôt. Voilà, le train, on fait payer les péages à l'usager. C'est quand même différent. Voilà, c'est des choix politiques. Voilà, alors, tout cela, bien sûr, passe par une politique publique efficace, par l'action des élus. On a parlé du gouvernement comme ça, de l'Europe, mais l'action des élus, mais aussi l'action des populations, des citoyens. Ouais. En 2023, il y a eu un projet de loi du groupe GDR, c'est le groupe communiste avec d'autres personnes, donc, voilà, tout à fait, et d'autres, voilà, a porté un projet de loi qui avait été porté par Hubert Wulfram, là, un des petits communistes, visant la revitalisation des lignes ferroviaires des dessertes fines du territoire. Donc c'est toutes ces lignes comme celle qui passe ici. Elle existe toujours, elle n'est pas en circulation. Voilà. Et à l'époque, l'Assemblée nationale avait auditionné la Convergence nationale rail. Enfin, c'est la Commission de développement durable de l'Assemblée nationale qui avait auditionné la Convergence nationale rail et certains de ces collectifs, dont le nôtre, zone le train, par exemple. Et à ce jour, si cette loi, proposition de loi n'a pas été débattue à l'Assemblée nationale, elle a été discutée en commission de développement durable, mais où son intérêt a été souligné. Mais bon, on en est là. Ça n'a pas été. J'ai suivi les travaux de la commission, j'ai vu les différentes interventions qui m'ont paru intéressantes, mais bon, c'est pas passé et la proposition de loi, elle n'a pas été débattue à l'Assemblée nationale. Voilà. Mais elle s'inscrit concrètement dans le cadre des objectifs de plusieurs lois. Neutralité carbone à l'horizon 2050, parce que de cela on en parle, doublement du fret ferroviaire d'ici 2030 et augmentation des trafics voyageurs ferroviaires, 17% en 2030 et 42% en 2050. Tout ça, ça a été inscrit dans des projets de loi, mais bon, ben voilà, ça reste là pour le moment. Donc, c'est l'action, quoi, je crois. L'action pour répondre concrètement aux défis d'aujourd'hui. Voilà. Et c'est le but, bon, juste en 2 mots, de la création du collectif Osons le train il y a 7 ans, en 2018, avec pour objectif la relance du transport fret et voyageurs dans le cadre du service public SNCF, c'est clair,
Les réouvertures de la ligne Morsaise, Bagnères, passant par, vous voyez là derrière. Alors, pour revitaliser cette partie des territoires ruraux, landais, gersois et des Hautes-Pyrénées, et répondre aux besoins de développement économique, de mobilité, plus vertueux écologiquement. Et ces objectifs, au départ, quand on a créé ce collectif, partaient de la nécessité de rééquilibrer les mobilités à partir du rejet aussi par les populations de l'accroissement important du trafic des camions. Et il y a 3 assauts qui ont été créés dans les Landes. Et ils font beaucoup de dégâts. Si on va à Grenade, en fait, je ne développe pas, si vous voulez, je pourrais en rajouter, mais bon, je vais vite. Il y a beaucoup de dégâts et les populations vraiment sont remontées. De ça et de l'accroissement, voilà, également remettre un service de transport pour les voyageurs. Au départ, nous, c'était surtout par rapport au fret, mais les populations ont dit, mais nous, on veut le train pour voyager aussi. Voilà. Et ces objectifs, justement, sont largement partagés. Quand on va sur le marché aérien, ou partout où l'on va, dans les 3 départements, et des gens, au niveau des citoyens, de sensibilité politique vraiment très large. C'est pas que des gens de gauche comme ça, c'est très large. Voilà. Et d'ailleurs, on a recueilli 5000 signatures sur une pétition demandant la réouverture de cette ligne. Il y a eu des délibérations de collectivités locales, des approbations d'entreprises aussi, même qui se sont engagées, qui se sont positionnées publiquement. Voilà. Alors, on a fait bien sûr beaucoup de réunions publiques, manifestations, interpellations des ministres des Transports, élus, rencontres avec eux, etc. etc. Et nous avons plein d'entreprises qui sont sur le tracé, là, qui avant utilisaient le train. Bon, on est à air ici, je ne citerai que Agralia, ça s'appelait Roquette dans le train. C'était des trains entiers de marchandises qui partaient, certains au port de Bayonne, d'autres dans le nord de la France, dans les amidonneries. Ces entreprises, elles sont toujours branchées au réseau SNCF. Il n'y a pas, bien sûr, il y a des aménagements à faire, mais il n'y a pas à reconstruire. Voilà. Là, c'est remettre en service. Voilà. Alors, après, justement, nous organisons à nouveau, mais peut-être qu'on avait prévu des flyers, samedi 17 mai à Riscle, justement, une manifestation de débroussaillage, pour faire parler de nous, voilà. Mais il y a le maire d'ailleurs, qui est un maire de droite, qui nous soutient et tout ça. Et, il est venu à notre AG. Voilà. Donc, mais on développe l'action. Le collectif qu'on a créé, c'est un collectif d'action. Parce que, des discours, on en entend qui vont dans le bon sens, mais c'est les actes, quoi. Voilà. Bon, voilà.